Bonjour, nous allons rendre hommage à Alphonse Daudet avec un extrait des Contes du lundi, une nouvelle qui s'intitule Arthur. Il s'agit d'un ouvrier parisien qui est alcoolique. Il y a quelques années, j'habitais un petit pavillon aux Champs-Élysées, dans le passage des 12 Maisons. Figurez-vous un coin de faubourg perdu, niché au milieu de ces grandes avenues aristocratiques, si froides, si tranquilles, qu'il semble qu'on n'y passe qu'en voiture. Je ne sais quel caprice de propriétaire, quelle manie d'avare ou de vieux, laissait traîner ainsi au cœur de ce beau quartier ces terrains vagues, ces petits jardins moisis, ces maisons basses bâties de travers, avec l'escalier en dehors, et des terrasses de bois pleines de linge étendu, de cages à lapins, de chats maigres, de corbeaux apprivoisés. Il y avait là des ménages d'ouvriers, de petits rentiers, quelques artistes. On en trouve partout où il reste des arbres. Et enfin 2 ou 3 garnis d'aspects sordides, comme encrassés par des générations de misère. Tout autour, la splendeur et le bruit des Champs-Élysées. Un roulement continu, un cliquetis de harnais et de pas fringants. Les portes cochères lourdement refermées, les calèches ébranlant les porches, les pianos étouffés, les violons de Mabille. Un horizon de grands hôtels muets, aux angles arrondis, avec leurs vitres nuancées par des rideaux de soie claire et leur haute glace sans teint, où montent les dorures des candélabres et les fleurs rares des jardinières. Cette ruelle noire des 12 maisons, éclairée seulement d'un réverbère au bout, était comme la coulisse d'un beau décor environnant. Tout ce qu'il y avait de paillons dans ce luxe venait se réfugier là. Galons de livres et maillots de clown, toute une bohème de palefreniers anglais, d'écuyers du cirque, les 2 petits postillons de l'hippodrome, avec leurs penets jumeaux et leurs affiches réclames, la voiture aux chèvres, les guignols, les marchands d'oubli, et puis des tribus d'aveugles qui revenaient le soir chargés de pliants d'accordéons, de sébiles. Un de ces aveugles se maria pendant que j'habitais le passage. Cela nous valut toute la nuit un concert fantastique de clarinettes, de hautbois, d'orgues, d'accordéons, où l'on voyait très bien défiler tous les ponts de Paris avec leurs psalmodies différentes. À l'ordinaire, cependant, le passage était assez tranquille. Ces errants de la rue ne rentraient qu'à la brune, et si là. Il n'y avait de tapage que le samedi, lorsqu'Arthur touchait sa paye. C'était mon voisin, cet Arthur. Un petit mur allongé d'un treillage séparait seul mon pavillon du garni qu'il habitait avec sa femme. Aussi, bien malgré moi, sa vie se trouvait-elle mêlée à la mienne. Et tous les samedis, j'entendais, sans en rien perdre, l'horrible drame si parisien qui se jouait dans ce ménage d'ouvriers. Ça commençait toujours de la même façon. La femme préparait le dîner, les enfants tournaient autour d'elle. Elle leur parlait doucement, s'affairait. 7 heures, 8 heures, personne. À mesure que le temps se passait, sa voix changeait, roulait des larmes, devenait nerveuse. Les enfants avaient faim, sommeil, et commençaient à grogner. L'homme n'arrivait toujours pas. On mangeait sans lui. Puis, la marmaille couchée, le poulailler endormi, elle venait sur le balcon de bois, et je l'entendais dire tout bas en sanglotant. « Oh, la canaille, la canaille !» Des voisins qui rentraient la trouvaient là. On la plaignait. « Allez donc vous coucher, madame Arthur. Vous savez bien qu'il ne rentrera pas, puisque c'est le jour de paye. » Et des conseils, des commérages. À votre place, voilà comme je ferais. Pourquoi ne le dites-vous pas à son patron ? Tous cet apitoiement la faisait pleurer davantage. Mais elle persistait dans son espoir, dans son attente, s'y énervait. Et les portes fermées, le passage muet, se croyant bien seule, restait accoudée là, ramassée toute dans une idée fixe, se racontant à elle-même, et très haut ses tristesses, avec ce laisser-aller du peuple qui a toujours une moitié de sa vie dans la rue.
C'étaient des loyers en retard, les fournisseurs qui la tourmentaient, le boulanger qui refusait le pain. Comment ferait-elle s'il rentrait encore sans argent? À la fin, la lassitude la prenait, de guetter les pas attardés, de compter les heures. Elle rentrait, mais longtemps après. Quand je croyais tout fini, on toussait près de moi sur la galerie. Elle était encore là, la malheureuse, ramenée par l'inquiétude, se tuant les yeux à regarder dans cette ruelle noire et n'y voyant que sa détresse. Vers 1 heure, 2 heures, quelquefois plus tard, on chantait au bout du passage. C'était Arthur qui rentrait. Le plus souvent, il se faisait accompagner, traînant un camarade jusqu'à sa porte. « Viens donc, viens donc !» Et même là, il flânait encore, ne pouvait se décider à rentrer, sachant bien ce qu'il attendait chez lui. En montant l'escalier, le silence de la maison, endormie, qui lui renvoyait son pas lourd, le gênait comme un remords. Il parlait seul, tout haut, s'arrêtant devant chaque taudis. « Bonsoir, madame Weber, bonsoir, madame Mathieu !» Et si on ne lui répondait pas, c'était une bordée d'injures, jusqu'au moment où toutes les portes, toutes les fenêtres s'ouvraient pour lui renvoyer ses malédictions. C'est ce qu'il demandait, son vin aimant le train, les querelles. Et puis, comme cela, il s'échauffait, arrivait en colère. Et sa rentrée lui faisait moins peur. Elle était terrible, cette rentrée. « Ouvre, c'est moi !» J'entendais les pieds nus de la femme sur le carreau, le frottement des allumettes. Et l'homme, qui dès en entrant essayait de bégayer une histoire, toujours la même. Les camarades, l'entraînement, chose tu sais bien, chose qui travaille au chemin de fer. La femme ne l'écoutait pas. Et l'argent? J'en ai plus, disait la voix d'Arthur. Tu mens. Il mentait en effet. Même dans l'entraînement du vin, il réservait toujours quelques sous, pensant d'avance à sa soif du lundi. Et c'est ce restant de paye qu'elle essayait de lui arracher. Arthur se débattait. « Puisque je te dis que j'ai tout bu !» criait-il. Sans répondre, elle s'accrochait à lui de toute son indignation, de tous ses nerfs, le secouait, le fouillait, retournait ses poches. Au bout d'un moment, j'entendais l'argent qui roulait par terre. La femme se jetant dessus avec un air de triomphe. « Ah, tu vois bien !» Puis un juron, des coups sourds. C'est l'ivrogne qui se vengeait. Une fois en train de battre, il ne s'arrêtait plus. Tout ce qu'il y a de mauvais, de destructeur dans ces affreux vins de barrière lui montait au cerveau et voulait sortir. La femme hurlait. Les derniers meubles du bouge volaient en éclats. Les enfants réveillés en sursaut pleuraient de peur. Dans le passage, les fenêtres s'ouvraient. On disait « C'est Arthur, c'est Arthur !» Quelquefois aussi le beau-père, un vieux chiffonnier qui logeait dans le garni voisin, venait au secours de sa fille. Mais Arthur s'enfermait à clé pour ne pas être dérangé dans son opération. Alors, à travers la serrure, un dialogue effrayant s'engageait entre le beau-père et le gendre. Et nous en apprenions de belles. « T'en as donc pas assez de tes 2 ans de prison, bandit !» criait le vieux. Et l'ivrogne d'un ton superbe. « Eh bien oui, j'ai fait 2 ans de prison. Et puis après, au moins, moi, j'ai payé ma dette à la société. Tâche donc de payer la tienne. » Ça lui paraissait tout simple. J'ai volé, vous m'avez mis en prison, nous sommes quittes. Mais tout de même, si le vieux insistait trop là-dessus, Arthur impatienté ouvrait la porte, tombait sur le beau-père, la belle-mère, les voisins et battait tout le monde comme Polichinelle. Ce n'est pourtant pas un méchant homme. Bien souvent, le dimanche, au lendemain d'une de ces tueries, l'ivrogne apaisé, sans le sou pour aller boire, passait la journée chez lui. On sortait les chaises des chambres, on s'installait sur le balcon, madame Weber, madame Mathieu, tout le garni, et l'on causait. Arthur faisait l'aimable, le bel esprit. Vous auriez dit un de ces ouvriers modèles qui suivent les cours du soir. Il prenait pour parler une voix blanche, doucereuse. Déclamait des bouts d'idées ramassés un peu partout, sur les droits de l'ouvrier, la tyrannie du capital. Sa pauvre femme, attendrie par les coups de la veille, le regardait avec admiration. Et ce n'était pas la seule. C'est Arthur pourtant. S'il voulait, murmurait madame Weber en soupirant. Ensuite, ces dames le faisaient chanter. Il chantait les hirondelles de monsieur de Bélanger. Oh, cette voix de gorge, pleine de fausses larmes.
le sentimentalisme bête de l'ouvrier. Sous la véranda moisie, en papier goudronné, les guenilles étendues laissaient passer un coin du ciel bleu entre les cornes, et toute cette crapule affamée d'idéal à sa manière tournait là-haut ses yeux mouillés. Tout cela n'empêchait pas que le samedi suivant, Arthur mangeait sa paye, battait sa femme, et qu'il y avait là dans ce bouge un tas d'autres petits Arthurs, n'attendant que d'avoir l'âge de leur père, pour manger leur paye, battre leur femme. Et c'est cette race-là qui voudrait gouverner le monde. Oh, maladie, comme disaient mes voisins du passage.